c'est bon. Bien, bonjour à tous. Donc nous avons le plaisir, nous allons remercier Yves Le Pestipon, un professeur de Cannes, qui a la grande gentillesse de vous proposer donc une conférence qu'il a intitulée Amour et mémoire, des liaisons délicieuses. Et Madame Provost et moi, nous n'en savons pas davantage pour le moment. Donc nous allons découvrir avec vous les contenus de cette perspective transversale qui viendra éclairer effectivement ce que c'est que l'amour, hein, en sortant un peu du programme, mais en venant sans doute faire écho avec lui, c'est ce qu'on verra ensuite dans les cours. Voilà. Yves, je te laisse la parole. Je ne sais pas non plus très bien ce que je vais raconter, parce que j'ai déjà fait cette conférence il y a quelques jours, mais en général, je les improvise plus ou moins. Bon, voilà. Et puis, je ne sais évidemment pas grand-chose, moins que vous, sur l'amour. Et moi, vu que mon grand âge fait que je suis moins sur le front que vous l'êtes, sans doute, enfin, je l'espère. Alors, donc, j'ai pensé à ce titre, Amour et mémoire des liaisons dangereuses. Parce que mon ami Vardon, à la fin d'un colloque avec des professeurs en fait, du lycée Montaigne à Bordeaux, il y avait des professeurs de classe de HEC, des professeurs de maths sup, maths spé, ils me disaient qu'ils avaient ce thème, ils avaient envie que qu'on aille boire du vin de Bordeaux à Bordeaux, et donc il fallait trouver un prétexte, et donc voilà. Les liaisons délicieuses jouent évidemment sur le titre de Donald Laclos, qui s'appelle Les liaisons dangereuses, qui est un grand roman d'amour, autre chose, mais, et donc dans les listes, je vais mettre un petit peu de danger quand même. Alors, si je prends ces deux mots, amour et mémoire, et que je les écoute, amour, mémoire, ces deux mots semblent un peu s'appeler l'un l'autre. Amour, mémoire, ça se ressemble un petit peu, hein, ça fait miroir, je fais un autre jeu de mots. Ces mots d'ailleurs, amour, mémoire, on dirait qu'ils s'appellent d'autres mots. Mère, amère, âme, moire, les moires c'est les muses, les larmes, etc. Et donc ils font des liaisons assez agréables en langue française, peut-être délicieuses, qui appellent d'autres mots. Les troubadours, vous savez que les troubadours sont un peu ici de Toulouse, ils appellent ça l'entrebescar. L'entrebescar, c'est un très très beau mot occitan et un très beau mot du Moyen-Âge, ça veut dire l'entrebaiser. Parce que les mots, pour les troubadours, doivent s'entrebaiser, s'appeler l'un l'autre. Vous savez, comme dans les rimes, amour, toujours, ils s'entrebaisent, ils se baisent les uns les autres, hein, véritablement, voilà, c'est l'entrebescar. Et donc, effectivement, quand je fais des rimes, je fais un travail toujours un petit peu de mémoire, à la fois parce que la rime, c'est un moyen, effectivement, de se souvenir hein, de quelque chose, on le sait depuis longtemps, mais aussi parce que si je mets le mot amour, et puis un peu plus loin, le mot toujours qui apparaît à la rime, le mot toujours me fait mémoire du mot amour qui est apparu avant. Puis si je mets un autre mot, fou, amour, etc., il rappelle les mots précédents. Et donc, effectivement, en poésie, je me souviens toujours de quelque chose qui a été plus ou moins dit avant, un rythme, etc. Et les troubadours ont inventé ce mot parce que pour eux, la poésie avait à voir effectivement avec l'amour. Vous avez entendu parler peut-être dans vos cours d'un certain Denis de Rougemont, qui a composé un livre qui s'appelle L'amour en Occident, l'histoire de la naissance de l'amour en Occident, et dans lequel il essaie d'expliquer que les troubadours au XIe, XIIe, XIIIe siècle ont inventé ce que nous appelons l'amour, c'est-à-dire cette relation passionnée, complexe, entre un homme et une femme en général, avec un écart de distance. Et la poésie est comme l'amour est comme la poésie, en quelque manière, voilà un petit peu cette idée-là. Et alors, l'amour, Denis Rougemont le rappelle aussi, c'est quelque chose qui a un rapport avec la mémoire, comme la poésie, parce que la poésie est une des muses dans l'Antiquité, une des moires, une des muses. Et les muses, elles sont toutes les filles de Jupiter, ou de Zeus, si vous préférez. Bon, Jupiter ou Zeus sont des messieurs, des dieux très actifs. Hein, ils ont toujours quelques femmes à chercher. Et à un certain moment, Jupiter va s'agiter un peu avec mémoire, en grec on va dire mnémosine, et les muses. Et donc la poésie naissent de l'amour entre Jupiter, c'est-à-dire le feu qui détruit, la foudre qui détruit, hein, on prend la foudre, on les détruit, et puis la mémoire. Et donc la poésie a quelque chose à voir, comme toutes les autres muses, avec le feu qui détruit, et on le sent bien dans les arts, il y a quelque chose qui détruit dans l'art, et puis en même temps quelque chose qui se souvient, l'un et l'autre en même temps. Et on va voir qu'il y a quelque chose qui se souvient dans l'amour, et quelque chose en même temps qui semble détruit. Alors, cet entrebescar des troubadours, ces rappels de mots, simplement pour rester dans les mots pour l'instant, vous connaissez peut-être un poème, dont je lis juste quelques vers, pour donner juste un petit peu une idée de rappel. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage, et la mer est amère, et l'amour est amer. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Alors ça, c'est pas un troubadour.
C'est un type qui vit au XVIIe siècle, qui s'appelle Pierre de Barbeuf, si vous voulez, un poète baroque, et vous voyez que quand il joue, il appelle les mots les uns par les autres. Et la mer et l'amour, on la même pour partage. On peut le chanter, on peut le rapper, on peut le swinguer, on peut faire ce qu'on veut. On peut le danser, et la mer et l'amour, on la même pour partage. On fait ce qu'on veut avec ça. Hein, voilà. Mais on sent bien que ça va sans doute dire quelque chose, mais c'est surtout des mots qui s'appellent l'un l'autre, qui s'entrebaisent l'un l'autre. Hein, voilà. L'un rappelle l'autre, l'un appelle l'autre en notre sens. Et en effet, bien sûr, on est là dans une sorte de rêverie que la poésie connaît bien. Combien de poètes ont rêvé sur amour, amer, mer et mémoire? Par exemple, Léo Ferré dans une chanson qui s'appelle la mémoire de la mer. Ou aussi, si je prends un poète très célèbre qui s'appelle Guillaume Apollinaire, dont un des poèmes les plus célèbres s'appelle La chanson du mal-aimé. Donc c'est une histoire d'un type qui dit qu'il est mal aimé, donc ça arrive à tout le monde, y compris Guillaume Apollinaire. Et à un certain moment, se rappelant les amours qu'il a vécus, il a ces quelques vers. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué dans une onde mauvaise à boire? Avons-nous assez divagué de la belle aube au triste soir? La mémoire, c'est une très belle image poétique, pensée comme un navire. C'est-à-dire, je m'embarque dans ma mémoire, c'est pas la mémoire qui est en moi, et je me souviens dans quelques années de ce cours que j'ai pu donner ici, par exemple, c'est je suis embarqué dans la mémoire qui elle-même divague comme un navire sur une onde mauvaise à boire, et je me souviens évidemment embarqué dans cette mémoire, entre autres choses, de mes amours, mais aussi des amours des autres, des vieilles histoires d'amour qui sont un peu partout. Alors on n'en finirait pas de trouver dans la langue française, autant qu'on veut, des allusions entre des relations entre amour et mémoire, et si je cite simplement quelques-uns des poèmes les plus célèbres, par exemple la ballade des dames du temps jadis de François Villon, un dites-moi dans quel pays effleura la belle romaine, mais où sont passées les neiges d'antan. Il est question de dames, évidemment, il est question d'amour, des amours de ces dames, de l'amour qu'on a pour ces dames, et on s'en souvient. Ou si je prends un poème que vous connaissez à coup sûr, Le lac de Lamartine, autant suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours. Quand on ne connaît rien à la poésie française, on connaît à coup sûr règlement au moins ce vers-là, et un jour ou l'autre on a déclamé ça, autant suspend ton vol. Bon, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Lamartine, bon, qui se présente comme je, qui revient sur un endroit où il a connu une femme, charmante, évidemment très jeune, qu'il a aimée naturellement, Julie Charles, qu'il appelle Elvire dans son poème, et qui est morte, bon ça arrive, et il revient sur la pierre où tu la vis s'asseoir. Et là, un soir, t'en souviens-tu, nous vaudions en cadence, etc. Il se souvient du temps où il venait, il parle d'amour, et là, la France entière, on est en 1817-1818, tremble de passion pour l'amour de ce jeune homme, pour cette jeune femme qui est morte, etc. Et donc là, il y a une sorte de mise en scène, poétiquement, du rapport amour-mémoire, et mais quelque part, c'est se souvenir et écrire qu'on se souvient de ce qu'on a perdu, par exemple, Elvire qui vire et qui est virée. Je prends un autre poème d'Apollinaire, que vous connaissez aussi, qui est Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, faut-il qu'on s'en souvienne? Et puis il est question aussitôt d'amour, et donc le pont Mirabeau, avec l'amour qui se mire à l'intérieur de tout ça, nous parle en effet de ce temps où peut-être, et bien sûr, je me souviens, j'aime. Ou encore un vers d'Apollinaire, que vous connaissez sans doute aussi, parce qu'ils ont été mis en musique tellement de fois. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est mort, te souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Et souviens-toi que je t'attends. Donc c'est dans un futur, mais c'est la mémoire d'une sorte de futur qui s'annonce, et c'est la relation à l'amour. Alors, cette idée de je me souviens, tu te souviens, souvenons-nous, je me souviens plus, j'aimerais bien me souvenir, elle parcourt toute la poésie française, la poésie européenne, plus largement, et la littérature, et on sait bien, en effet, quelque part, que dès qu'on parle d'amour, on aime bien se souvenir, et surtout quand l'amour a disparu, mais aussi quand on est dans l'amour même. Je rencontre ma petite amie, mon petit ami, peu importe, et je me souviens de nos premiers baisers, du premier moment où on s'est rencontrés dans une boîte de nuit, une boîte de jour, n'importe quoi. Et donc c'est quelque chose que la poésie, effectivement, reprend sans arrêt. Nos amours sont morts, elles sont disparues, souvenons-en. Nous sommes à l'intérieur de l'amour, souvenons de nos premiers jours. Souvenons de nos premiers moments, quand au lycée Pierre de Fermat, moi j'étais élève au lycée Pierre de Fermat à l'Hippocane, ici, et naturellement, évidemment, j'avais des petites amies, et donc je me souviens, en tremblant, de leurs visages qui ont disparu, certaines sont mortes en plus. Oui, ça arrive, vous voyez, il y a des gens qu'on aime et qui meurent, c'est un peu triste, c'est comme ça. On ira les rejoindre un jour. Et donc, effectivement, quelque part, aimer,
c'est se souvenir, se dire je me souviens, et puis avoir aimé, c'est-à-dire aussi je me souviens aussi. Alors, je me souviens, c'est quelque chose qu'on trouve au moins à deux endroits. Il y a un petit livre de Georges Perec qui s'appelle Je me souviens. C'est un joli petit livre qui est composé de phrases qui disent « Je me souviens de ceci, de cela. Je me souviens, j'ai pris une tasse de thé offerte par Laurence juste avant de faire cette conférence. Bon, ce faisant il y a 20 ans, j'en souviendrai plus tard. Je me souviens la première fois j'ai mangé, je ne sais pas, à bord. Je me souviens du premier disque des Beatles que j'ai écouté. Je me souviens de la fille qui était au premier rang et qui était charmante, etc. Enfin, il y a tout ce que vous voulez. Donc, j'aime tout ça. Et donc, ce livre est composé de tout un tas de souvenirs qui sont très personnels à Perrin, mais qui sont en même temps très collectifs. C'est-à-dire que, bon, moi, je me souviens de ce que j'ai fait, mais dans le livre, effectivement, vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez fait, qui ne sera pas la même chose. Donc, la mémoire est à la fois particulière, là, c'est une première distinction que je c'est ma mémoire, la mémoire de Georges Perrin, mais en même temps, nous tous, en tant que nous sommes, nous nous souvenons peut-être. Par exemple, quand Perec dit « Je me souviens du premier disque des Beatles que j'écoutais ben, », moi aussi, évidemment, je mets dedans, mais peut-être vous aussi. Et puis si c'est pas le disque des Beatles, ça sera les Pink Floyd, ce sera autre chose, mais Michael Jackson, ce que vous voulez, ou M, aucune importance. Et soudain, je communique dans cette idée, je me souviens. Et il se trouve que ce titre, je me souviens, quand on va au Canada et au Québec en particulier, il est sur toutes les plaques d'immatriculation. Il y a des peuples un peu fous. Hein, quand vous êtes au Québec, sur la plaque d'immatriculation de toutes les voitures, il y a écrit je me souviens. Alors on voit ça, je veux le doubler, je me souviens, je me souviens. Je ne sais pas de quoi je me souviens, alors eux ils se souviennent plus ou moins, c'est pas dire tout à fait sûr, du temps où ils étaient français, ou en tout cas reliés fortement à la France. Ils se souviennent de monde d'indépendance, peu importe. Et on voit bien que dans le je me souviens, il y a une dimension extrêmement particulière et une dimension collective. Je me souviens, nous nous souvenons, je me souviens du Canada, je me souviens de mon amour, nous nous souvenons du Canada, nous nous souvenons de nos amours. Alors, on va essayer de les voir un peu plus clair, parce qu'à ce point où on en est, effectivement, c'est plus où on en est. Hein, voilà, puisqu'effectivement, j'ai raconté un peu n'importe quoi, et donc, quand je ne sais plus où j'en suis, et vous aussi j'imagine, je vais sur Internet, et je regarde si mon sujet a un rapport quelconque avec Internet, puisqu'Internet donne la vérité. Alors j'ai mis effectivement amour et mémoire, donc c'est pas du tout idiot, et j'ai trouvé cette affirmation immédiatement, faire l'amour est bon pour la mémoire. Une étude le prouve. Alors, oui, faire l'amour est bon pour la mémoire, donc c'est pas du tout idiot, enfin, quelque part, hein, voilà. D'ailleurs, je pense que c'est excellent pour les classes préparatoires, et à Bordeaux, ils étaient tout à fait convaincus de ça, et je pense qu'il faut, puisque vous avez besoin de faire de la mémoire, les professeurs aussi. Et donc, explorons un peu cette piste. Elle apprend au moins deux choses. Alors, vous pouvez vérifier, il y a au moins 10 entrées qui vous disent faire l'amour est bon pour la mémoire, c'est vraiment rassurant. Et bon, effectivement, elle nous apprend plusieurs choses. D'abord que la mémoire est une capacité cérébrale variable, qui peut s'accroître ou se réduire. Vous êtes au top. Moi, je commence déjà à être en descente, net. Hein. Je vais vers la maladie d'Alzheimer qui m'atteindra un petit peu. Première chose. Et donc, il peut y avoir une sorte de réduction de la mémoire, en effet, ou une augmentation de la mémoire. En tout cas, la mémoire est quelque chose qui est une capacité constamment menacée, mobile, fragile, et on sait bien que certains ont beaucoup de mémoire, d'autres en ont moins. Et d'autre part, effectivement, la mémoire peut s'exercer. Et peut-être, en effet, en faisant l'amour, puisque Internet le dit. Une sorte d'exercice. Alors on le devine à peu près, parce qu'effectivement, faire l'amour implique des rendez-vous, des rencontres, des gestes, des mots nécessaires, qu'est-ce qu'il faut que je dise quand, etc., que ça se passe, etc. Il faut aussi mettre son corps et son esprit en mouvement, c'est pas si évident que ça, voilà. Il faut aussi quand même entrer en relation avec autrui. Donc ne fût-ce que se souvenir de son prénom. Si je suis en train de m'occuper avec Lise et que je ne me souviens pas qu'elle s'appelle Lise mais que je l'appelle Françoise, bon évidemment c'est un peu embêtant, et surtout si j'appelle Georges ou Roger. Et voilà. Et donc effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas idiot là-dedans, c'est que l'amour est aussi un exercice, faire l'amour, et que cet exercice a à voir parfois avec le travail de la mémoire. Et donc, je m'en tiens à Internet, bon, je crois, dur comme ça, parce que je dois croire à Internet, que faire l'amour, effectivement, améliore la mémoire. Mais comme je suis par ailleurs professeur de littérature, et en particulier en Cagne, je suis aussi quelqu'un qui se souvient qu'il y a des grandes œuvres de littérature, et en particulier l'Odyssée. Et l'Odyssée a une leçon très forte, qui est presque l'inverse de cet Internet, qui est, c'est parce qu'on a de la mémoire qu'on fait bien l'amour. C'est la leçon absolue de l'Odyssée. Alors vous avez tous lu un petit peu, vu le film de l'Odyssée. Vous savez donc qu'il y a un type qui s'appelle Ulysse, qui n'a pas très envie d'aller faire la guerre de Troie, alors il s'y retrouve, il est envoyé là-bas, il fait la guerre, il fait ce qu'il peut, et donc il réussit à être un de ceux qui font que la guerre de Troie est un succès pour les Grecs, et il revient, il est prêt à tout
tout à fait pressé de rentrer chez lui parce qu'il a sa femme, Pénélope, qui l'attend, il a son fils par là, il a une île, bon, il a une belle maison, tout ça, il est en train de rentrer chez lui après le service militaire. Et puis, pour des raisons assez complexes de rapport avec les dieux, il est retardé, et donc pendant des années, il se balade, enfin il se balade malgré lui, à l'intérieur de la mer Méditerranée, donc il rencontre des cyclopes, des lotophages, des monstres divers, et en particulier il rencontre tout un tas de femmes. Circé, bon, elle est très jolie, va très bien, Calypso, il passe quelques années avec elle, mais bien sûr, le soir, il se souvient de Pénélope. Après avoir fait l'amour avec Calypso, bon, il faut bien s'occuper sur son île quand il est tout seul avec elle. Donc il va au bord de la mer Violette et il pense à Pénélope et il finit par rejoindre Pénélope. Alors vous savez donc ce qui se passe quand il revient sur l'île d'Ithaque. Bon, il tue un maximum de prétendants qui sont là pour esclaver Pénélope, mais surtout, le plus important, le plus décisif finalement, c'est qu'il retrouve Pénélope, il fait l'amour avec elle sur un lit qu'il a fabriqué lui-même à l'intérieur de la maison. Ce lit, et c'est un arbre très ancien qu'il avait découpé, et donc ils se mettent sur ce lit, et là, il raconte à Pénélope ses aventures avec les copines, les copains, etc., la guerre de Troie et tout ça. Et tout ça, sans hystérie, très calme. Alors donc Pénélope se souvient de lui, c'est pas si évident que ça, il faut qu'il y ait un signe. Entre autres, il faut que Ulysse montre qu'il est capable de tuer tous les prétendants, qu'il peut utiliser l'arc géant. Il y a un chien aussi qui se souvient de lui. Quand il fait de retour dans sa patrie, enfin, un chien de lui se souvint, dit et remarque effectivement Apollinaire. Et donc, il faut que Ulysse se souvienne, qu'il se souvienne de son île, qu'il se souvienne de sa femme. Il faut aussi qu'on se souvienne de lui, que sa femme se souvienne de lui, mais que le chien aussi se souvienne de lui. Et donc, assez curieusement, une leçon majeure de l'Odyssée, c'est de nous dire cette chose très étrange, pour bien faire l'amour, et donc Ulysse est un excellent acteur de l'amour, Pénélope est très contente, hein, visiblement tout va très bien, voilà. Tout va très bien. Et ça dure très longtemps, il nous raconte des histoires, ça dure, c'est très très bien, mais pour que cela ait eu lieu, ce sommet de l'Odyssée, c'est pas de tuer des monstres et compagnie, c'est de se retrouver avec sa femme. Enfin, il a réussi ça, véritablement, il est séparé depuis des années, il a fait la guerre, il a beaucoup de gloire, etc. Et bien s'il est là, c'est parce qu'il s'est souvenu d'elle, il s'est souvenu de l'île, et ils vont dans ce lit, qui est en fait peut-être un peu dur, hein, je pense, quand même, parce que c'est un lit sur c'est un arbre coupé complètement. Hein. C'est pas épée d'âme justice pire, on n'a pas des détails sur ça, mais c'est le lieu mémoire. C'est-à-dire ce lit est plus vieux que la maison même, puisque l'arbre est là, et donc il y a une sorte de trace. Et non, il y a bien quelque chose de très très fort, c'est qu'effectivement, si peut-être Internet a raison, on peut renverser la proposition et se dire en effet que l'amour a quelque chose à voir avec la mémoire, parce que la mémoire est comme la condition peut-être de l'amour. Pas simplement du faire l'amour, et ce que racontent depuis longtemps d'ailleurs les troubadours, dans des chansons par exemple. J'en lis simplement une qui s'appelle une chanson de toile. Les chansons de toile, c'est très joli, c'est des chansons que les femmes sont censées tisser pendant qu'elles chantent en réalité. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans l'Odyssée, il est beaucoup question de toile, de tisser, hein, le tissu. Pénélope tisse sans arrêt la toile, et qu'elle la détisse, etc. Hein, tout ça est très important. L'Odyssée est une sorte de toile, et Internet est une toile, et les chansons de toile sont des toiles. Et voilà cette petite chanson, qui est la chanson qui s'appelle la chanson de la belle Dohette. Alors je vais pas vous la chanter. Alors, Dohette est amoureuse d'un type qui s'appelle Dohon. Enfin bon, il y a des gens qui s'appellent Dohon. Belle Dohette, à la fenêtre assise, un livre-lit qui au cœur de la tienne, de son ami Dohon lui ressouvient, qui loin ailleurs est allé en tournoi, et hors à des deuils. C'est très beau, hein, Dohette à sa fenêtre, Dohon n'est pas là, il est parti en tournoi, et ça n'arrive pas tous les jours, Dohette se souvient de Dohon qui est parti en tournoi, et toute l'émotion, effectivement, elle est là, c'est qu'effectivement, l'amour, c'est dans ce souvenir même que Dohette a de Dohon, et bien sûr, les troubadours chantent et rechantent cette chanson, et nous apprenons cette chanson, nous nous souvenons de la chanson qui nous dit que Dohette se souvient de Dohon, et ceci en quelque manière à l'infini. Et donc, on se souvient, effectivement, voilà le rapport, enfin, on se souvient, on aime, il y a un rapport très, très fort entre ces choses-là, et voilà, on n'y voit pourtant pas beaucoup plus clair, parce qu'en dépit de l'aide d'Internet, en dépit de l'aide de l'Odyssée, on a des liens, on a des tissus dont on sent bien qu'ils sont agréables, qu'ils sont délicieux. Parce que c'est délicieux de se souvenir, quand on est Dohette, de Dohon qui n'est pas là, c'est délicieux de se souvenir d'une chanson, c'est délicieux de la chanter, c'est délicieux de se souvenir, etc. Mais on n'y voit pas toujours très clair. Est-ce qu'on peut y voir encore un peu plus clair? Si on peut y voir un peu plus clair, c'est-à-dire que ça va devenir un peu plus compliqué. Alors, il me semble que quand on parle d'amour, il y a au moins trois directions qui peuvent être évoquées, et qui sont à la fois contradictoires et qui sont communes, mais qui ont toutes les trois rapport avec la mémoire, mais très diversement.
Au fond, quand on parle d'amour, on parle en fait souvent de trois réalités qui sont souvent en conflit, qui sont l'une le sexe, l'autre le mariage, et l'autre ce qu'on peut appeler la passion, ou les passions amoureuses, hein, avec beaucoup de sentiments et de constructions, disons, fantasmatiques. Bon, le sexe, le mariage, la passion. On va voir si ça se joue de la même manière pour la question de la mémoire, ces rapports. Bon, le sexe, bon, je déteste avoir des PowerPoint, mais si vous voulez, vous imaginez le PowerPoint, il est derrière, et donc vous imaginez des images adéquates. Donc par là, on peut dire donc, des réalités physiques plus ou moins donc, communes qu'on peut avoir avec les animaux, et de fait, c'est des choses qu'en général, on cache plus ou moins, mais qu'en même temps qu'on montre. PowerPoint, vous regardez. À la fois on cache et on montre, c'est l'objet d'un livre d'un certain Pascal Quignard, qui est consacré à un livre qui a pour titre La nuit sexuelle, dans lequel il montre que depuis très longtemps, les hommes et les femmes font des tableaux, font des peintures, qui servent d'ailleurs d'objets mémoriels pour montrer effectivement des actions sexuelles, dont certaines nous paraissent très pornographiques, d'autres le sont moins, ça dépend des civilisations et puis cette histoire. Mais on va dire, généralement, c'est un petit peu caché, on ne commémore guère, effectivement, les actions sexuelles par des monuments. Place du Capitole, il n'y a pas quelque chose comme un monument qui commémorerait les actions érotiques de Moudin ou d'un autre. Il y a évidemment quelque chose comme ça par-ci par-là, mais c'est à la marge. À Pompéi, il y a un graffiti que j'aime beaucoup, qui est Hic futui multas puellas. Alors je fais un peu de latin, Hic futui, je ne traduis pas, beaucoup de filles, hein, multas poetas. Et donc, là, il y a quelqu'un qui a écrit, mais on n'est pas dans la grande littérature, on n'est pas chez Tacite, on n'est pas chez Virgile, on n'est pas chez Juvénal même, etc. Il y a ce petit graffiti très étrange que reprend d'ailleurs Quignard dans un texte, où, bien sûr, il est recité par un type qui s'appelle William, qui est un gentleman anglais, qui s'appelle William Walter, dans un livre en 11 volumes qui s'appelle Ma vie sexuelle. Donc il y a des gens qui écrivent tout ce qu'ils ont fait, 11 volumes, bon, voilà, etc. Mais on remarque que ce genre de livre, et que ce genre de texte que j'ai écrit en latin, ne sont pas au programme. Vous avez un programme de Maths Sup ou de Maths P, il n'y a pas de choses comme ça au programme. On n'a même pas la vie sexuelle de Catherine M. Ni d'ailleurs dans les classes de programme. Catherine M est une écrivaine contemporaine, qui était mon professeur d'art contemporain aussi avant, Catherine Millet. Et donc elle a raconté un peu ses exploits sexuels dans un livre qui est très intéressant et très sévère. Alors, on remarque au demeurant que dans les programmes qu'on nous met, des questions de thèmes comme l'amour, et c'est le cas cette année pour vous dans les classes de Maths Sup, Maths P, les auteurs ne sont pas des femmes. Et qu'on se débrouille pour faire en sorte que le sexe est un petit peu loin. On dirait qu'on ne veut pas graver dans le marbre de la littérature, d'un texte mémoriel, l'action sexuelle. Alors, une amie que j'avais un jour me racontait l'épisode suivant, qui m'amusait assez, donc elle aimait beaucoup les hommes, et l'un d'entre eux changeait assez régulièrement, et l'un d'entre eux, paraît-il, lui a dit, moi j'y étais pas, voilà, lui a dit, au moment d'une action érotique très importante, très intéressante, gravons cela dans le marbre. Et elle a viré aussitôt, considérant qu'il ne fallait pas le graver dans le marbre. Donc il y a quelque chose qui est, ceci va rester secret, doit être oublié, et pourtant, on peut parfois le garder, mais de manière un peu secrète. Alors par exemple, vous avez Stendhal, dans le programme avec la Chartreuse de Parme. Stendhal avait un copain qui s'appelait Mérimée, auquel on voit le sauvetage de différents monuments, dont en particulier les Jacobins et Saint-Cernin et Toulouse. Et donc c'était deux potes, des copains. Donc ils échangeaient des lettres très nombreuses, codées. Et dans le codage de ces lettres, ils expliquaient entre eux, et pour que ce ne soit pas lu par n'importe qui, leurs exploits sexuels. Alors fait X avec Z, alors ça voulait dire fait ceci, alors vous mettez le PowerPoint, etc., avec une telle ou un tel, etc. Et donc ils se notaient effectivement les listes, donc un peu des donjons, vous savez, le donjon fait un catalogue dans lequel, donc, vous avez ça, le Don Giovanni de Mozart, avec la liste. Hein, voilà, j'ai eu celle-là, j'ai mis des traits en Italie, et plus de 350 en France, et puis il y a la liste. Et alors les Porello regardent la liste considérable, on a un acte de mémoire, mais on sent bien qu'on est à la marge. C'est Don Juan, c'est pas terrible. C'est Mérimée et Stendhal, entre eux, bien entendu, qui font ce genre de choses. Et non, on se dirait que entre le rapport entre l'amour et le sexe, entre le sexe et la mémoire, cet aspect-là, il y a comme une discrétion. On veut oublier, pourtant on n'oublie pas. Et non, on n'oublie pas, parce qu'on ne peut pas oublier. Moi, je me souviens, vous vous souvenez peut-être aussi. Je prends maintenant l'épisode du mariage. Plus croquignolé, le mariage. Le mariage, évidemment, c'est article de loi, et dès qu'on parle mariage, on arrive immédiatement au rapport de mémoire. Bon, dès qu'on se marie, moi ça m'est arrivé, donc on fait des photos, parfois on fait des tableaux,
Et quand on est mort, on fait des tombeaux, et alors dessus, l'époux écrit que sa femme était sa plus belle femme, regrettait toujours, etc. Et si on est de l'Étrusque, eh bien, c'est-à-dire du côté de Rome, dans l'Antiquité, on fait de magnifiques tombeaux avec monsieur et madame qui sont là accouchés l'un de l'autre, qui se tiennent, on met des objets un peu partout. Et donc on fait des cérémonies, et par exemple, si on a un peu d'argent, comme les époux Arnolfini, qui sont des gens de Flandre du XVe siècle, on commande à un grand peintre qui s'appelle Van Eyck de faire un tableau qui nous représente en train de nous marier, enfin on va en faire des actions. Et là-dedans, on fait ceci. Alors effectivement, le mariage, c'est une mise en mémoire systématique de la relation d'amour. Dans les pièces de Molière, quand on se marie, il y a aussi le notaire qui arrive et ils font des mémoires immédiatement, on écrit dessus un certain nombre de choses. Éventuellement, en tout cas sous l'Ancien Régime, quand les familles riches, et quand le mari est mort, on fait écrire des mémoires après la mort de son mari. Les enfants portent mémoire du nom de leurs parents. Vous avez tous le nom de vos parents, ou en tout cas de moins d'un de vos parents. Donc vous êtes portant mémoire de cela. Et quand on fait des enfants, ce sont une sorte de monuments. Vous avez été conçus en partie comme des monuments à la mémoire de la famille, du Pont, du Rang, du Bois, du Pestipon, ce que vous voulez. Et quelque part, vous portez en mémoire vos prénoms. Par exemple, moi je m'appelle Yves parce que mes parents avaient lu quelque temps avant un roman qui s'appelle Mon frère Yves de Pierre Loti, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait avec, mais enfin bon voilà. Et donc ils se sont dit, tiens, on va lui mettre. Donc ils ont gardé mémoire d'un truc entre eux, et vous vous appelez, je ne sais pas, des actes de mémoire. Et donc effectivement, il y a dans le mariage, effectivement, quelque chose qui a profondément à voir avec l'amour, mais de manière aussi un peu décalée, puisqu'on est dans un jeu social, et en tout cas avec la mémoire. Au fond, les mariages nous disent, tu dois te souvenir que tu es marié. Parce qu'effectivement, si je ne me souviens pas que je suis marié, eh bien, voilà, mademoiselle, voilà, à tout instant, et je pars dans tous les choses. Et donc le mariage me rappelle, de quelque manière, effectivement, que je suis marié, mais en même temps, le mariage rappelle à la société ce qu'elle est, ce qu'elle se doit de cette manière. Alors, bien sûr, on a un autre rapport entre amour et mémoire, c'est la mémoire sociale. De quelque manière, dès qu'on se marie avec la société, et la société nous dit, rappelle-toi que tu es marié, et on rappelle à la société qu'on est marié, par ailleurs, bien entendu, par une sorte de moyen. Je passe à ce troisième élément, puis je ferai la synthèse après, la passion. La passion, évidemment, ce n'est pas le mariage. Il arrive, hein, parfois il y a une passion dans le mariage, mais au fond, on peut très bien se marier sans aucune passion, le mot du monde, hein, dans un amour de Swann, dans de Marcel Proust. Donc le héros, Swann, commence par coucher avec une certaine Odette, et puis ensuite tombe amoureux d'elle, ça arrive parfois, et quand il a fini d'être amoureux d'elle, enfin, ça arrive, là il l'épouse, parce que là, bon, voilà, c'est beaucoup plus clair. Hein, voilà. Donc l'amour, et puis là il fait quelques enfants. Donc l'amour et la passion ne sont pas la même chose, la passion n'est pas la même chose que le sexe, le mariage n'est pas la même chose que le sexe, etc. etc. La passion, on en parle beaucoup dans la poésie, dans des récits, dans des mythes. Qu'est-ce qu'on en dit en général? On dit qu'il y a une irruption de quelque chose qui est un peu pénible, éventuellement par certains côtés. Claudel, que j'ai en ce moment au programme avec Bécagneux, avec la distribution de lettres modernes, explique l'amour au sens de passion dérange. Je suis là, tranquille, tout va bien, bon, voilà, tout va bien, voilà, je prends de calme, et soudain, je tombe éternellement amoureux de ma voisine de palier. Je ne m'y attendais pas, je n'avais pas tellement envie, parce que j'ai autre chose à faire. Ma vie est immédiatement bouleversée, et puis éventuellement, si je suis Roméo ou si je suis Juliette, et parce que je tombe amoureux de Juliette, ou parce que je suis Juliette, je tombe amoureux de Roméo, je crée un désordre assez considérable à l'intérieur de la cité. C'est pas génial hein, comme situation. L'amour, passion, effectivement, c'est bien connu, fait qu'on oublie les règles. Je m'appelle Pyrrhane, je m'appelle Thisbé, je m'appelle Roméo, je m'appelle Juliette, peu importe, je m'appelle Didon, je suis tombée amoureuse d'Énée, j'oublie ce que je me dois à moi-même, parce que, effectivement, je suis amoureuse ou amoureux, de telle manière que j'oublie mes propres intérêts, j'oublie ma fortune, j'oublie ma noblesse, j'oublie mon aristocratie, j'oublie les lois qui sont à l'intérieur de la cité, et par exemple, donc tombant passionnément amoureuse, soudain, j'oublie que je suis prof de Cagne, etc., et je deviens à moitié fou, véritablement, pour un être que je rencontre d'une façon ou d'une autre, et je crée un problème à mon proviseur. Évidemment, supposons que je tombe follement amoureux de mon proviseur, ce qui peut arriver, hein, c'est possible, bien entendu, et bien à ce moment-là, c'est un problème à l'intérieur du lycée Fermat, pour lui, pour moi, mais aussi pour l'ordre du lycée Fermat. Donc, en effet, Claudel n'a pas tout à fait tort, la passion a quelque chose de dérangeant, de troublant, c'est très embêtant, c'est vraiment extrêmement pénible, et ça, vous le voyez aussi dans le songe du l'été que vous avez au programme, c'est assez embêtant. Eh bien, cependant, la passion, de quelque manière, elle nous fait oublier
de cette manière, et en même temps on s'en souvient. Ou plutôt, on s'en souvient de notre vie, et en même temps les sociétés célèbrent la passion. Et on va raconter dans des histoires, dans des romans, dans des films, dans des chansons, des grands moments de passion qui ont existé dans des époques plus ou moins lointaines. Et quand on va à Vérone, par exemple, évidemment, on est invité à aller voir les lieux où Roméo et Juliette sont censés s'être aimés, on va voir la cour, etc. On rejoue ces passions, on rejoue par exemple sans arrêt Tristan et Iseult, l'histoire très embêtante, pour Tristan comme pour Iseult, d'une passion amoureuse. Tristan était le meilleur soldat du roi Marc, il oublie qu'il est le meilleur soldat du roi Marc pour tomber amoureux de la reine, enfin de la femme du roi Marc, Iseult. C'est très embêtant pour le roi Marc, mais c'est très embêtant pour eux aussi, parce que ça les met dans des situations insupportables, ils finissent par se retrouver à poil dans une forêt, c'est très embêtant, hein, c'est vraiment très très embêtant. Voilà. Alors qu'ils auraient pu rester l'un, la reine, la femme du roi Marc, ça allait bien, elle aimait bien le roi Marc, c'est pas mal du tout, hein, voilà. Voilà, très bien, c'est un très brave homme. Et Tristan, le soldat du roi Marc. Or, soudain, l'angoisse est générale, à la fois pour les amoureux, à la fois pour le roi Marc, mais au fond pour la société tout entière. Donc il y a bien quelque chose qui dérange, et cela a un caractère d'exception, mais qui mérite qu'on se souvienne, à la fois parce que c'est très dangereux, et on doit se rappeler qu'attention, c'est terriblement dangereux la passion amoureuse, mais en même temps, il y a un autre côté, c'est que ça ouvre l'humanité, Tristan et Iseult ou d'autres, à quelque chose de plus grand que la condition humaine habituelle telle qu'on l'expérimente tous les jours. C'est effectivement, si je tombe éperdument amoureux, à la fois, c'est très embêtant pour moi, et probablement pour la personne de qui je tombe éperdument amoureux, et pour la société qui est autour, mais en même temps, ça fait une sorte de déchirure dans la réalité qui fait apparaître dans moi ou dans l'autre quelque chose qui n'apparaîtrait pas en dehors de cette action amoureuse, et donc ça mérite d'être gardé en quelque manière en souvenir. Alors, ces trois aspects, le sexe, l'amour, le mariage et la passion, ont des rapports avec la mémoire, ne sont pas les mêmes du tout, et il arrive évidemment que les trois se mélangent. Il arrive que les gens fassent l'amour, il arrive que les gens soient en même temps mariés, ça arrive aussi, il arrive que les gens soient mariés, fassent l'amour et soient passionnément amoureux dans une situation compliquée. Alors on en cite toujours des exemples admirables. Dans l'Antiquité, on raconte chez Ovide l'histoire de Phidémon et Baucis. Ça finit mal pour eux, parce qu'ils finissent par mourir l'un par l'autre, véritablement. Dans le présent, on cite parfois Johnny et Laetitia. Mais vous voyez, tout de suite, on n'est pas sûr, si je cite Johnny et Laetitia, on va dire, ah oui, c'est pas sûr, parce que Laetitia, elle s'intéresse qu'à l'argent, en réalité, et Johnny était à moitié groggy, etc. On y croit pas. C'est pareil pour Phidémon et Baucis. C'est pareil pour Roméo et Juliette, on se dit quelque part, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Mais on sent que c'est important, que ce soit des mythes anciens, modernes ou présents. Et ces histoires débouchent de passion, très souvent sur des catastrophes. On peut même signaler que la catastrophe, souvent, c'est quelque chose comme le signe de la passion. Heureusement que Roméo et Juliette sont morts, voilà, parce que s'ils s'étaient mariés, s'ils avaient eu beaucoup d'enfants, ce qui aurait fait une fin de conte de fées, c'était pas mal, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'il y ait une catastrophe, que Pyramétis B soit mort, effectivement, également, avec de la mûre tout autour, on vous racontera un peu tout cela, très bien. Alors, s'il y a un point commun, un lieu commun pour se souvenir, et qui est un lieu d'amour très important, c'est les cimetières. Les cimetières. Alors, les cimetières, c'est des lieux de mémoire des amours. Si vous voulez aller voir des amours dont on se souvient, allez au cimetière de Terre-Cavale à Toulouse, par exemple, ou dans n'importe quel cimetière, eh bien, là, vous allez voir une mer de tombes, et sur cette mer de tombes, il y aura des mots d'amour partout. Ah, je l'ai aimé, ma femme, mon mari, j'ai aimé mes enfants, qui m'aiment, etc. À la grotte de Lourdes, nous avons prié pour toi, nous t'aimons, etc., etc. Et donc, effectivement, dans les cimetières, il y a partout des mots d'amour qui disent, effectivement, celui ou celle que j'ai aimé, que nous avons aimé, il est mort, on pense à lui, l'amour dure toujours, en quelque manière. Les tombeaux sont des sortes de monuments à la mémoire des amours. Alors, c'est à la fois douloureux et délicieux. C'est douloureux d'aller dans le cimetière, c'est aussi extrêmement délicieux, c'est un plaisir très grand d'aller dans les cimetières. Et de voir effectivement des tombes modernes, anciennes, à moitié détruites, avec des poèmes dessus, parfois des poèmes un petit peu cassés, détruits, abîmés, etc. Il y a une formulation de Proust pour définir l'amour. Proust, donc ce grand romancier de la recherche d'or perdu, il dit « L'amour, c'est le temps et l'espace devenus sensibles ». C'est une drôle de formulation, mais qu'on peut vérifier surtout en devenant vieux, ce qui est un peu mon cas par rapport à vous.
L'amour, c'est le temps et l'espace devenu sensible. On se dit, c'est pas la bonne définition, et on revient tout de suite au cimetière, parce que l'amour, c'est je vous aime, vous m'aimez, je désire, j'ai envie de faire des choses avec tel ou tel, etc. Je pense que ma vie c'est impossible si je ne vis pas avec tel ou tel, etc., etc. On a des formulations comme ça. Or, Proust dit, non, non, l'amour c'est le temps et l'espace devenu sensible. Alors on l'éprouve parfois de plus en plus quand on vieillit, en quelque manière, mais vous avez déjà suffisamment d'âge, à 20 ans environ, pour pouvoir l'éprouver. Bien sûr, l'amour c'est le temps et l'espace devenu sensible. Si on tombe amoureux d'une personne, supposons d'une dame, pour moi par exemple, eh bien le lieu où j'ai rencontré pour la première fois, peut-être, supposons un lieu quelconque, la galerie marchande de Auchan, si vous voulez, par exemple, ce lieu qui m'était absolument neutre auparavant devient le lieu où j'ai rencontré cette personne, et quand j'y reviens, avec elle ou sans elle, quelques années plus tard, ou comme Lamartine, supposons qu'elle soit morte, eh bien ce lieu devient sensible pour moi. C'est ce lieu où quelque chose s'est passé. Pareil pour le temps. Supposons que j'ai rencontré le 13 avril, le 14 mars, ou le 22, ou le jour de la fête des rois, enfin peu importe, ce moment-là devient effectivement sensible, douloureux. Et quand le temps revient, vous savez, les anniversaires, etc., ou des dates analogues, où ça peut être le temps, ça peut être aussi la météo. Je l'ai rencontré un jour d'orage, j'ai rencontré un jour où il neigeait, je l'ai rencontré où nous avons fait ceci ou cela, parce que c'est pas nécessairement la rencontre, le jour où il neigeait, ou le jour où la machine se célébrait dans la ville de Toulouse, quelque chose comme ça. Et donc Proust indique que quelqu'un qui est devenu amoureux comme Swann, par exemple, c'est celui qui sent effectivement de manière très forte la sensibilité de l'espace et du temps. Le lieu où je suis signifie pour moi, il est sensible véritablement, et quand j'y suis, j'éprouve quelque chose, et naturellement je ne suis pas amoureux, donc je n'éprouve plus rien, je n'éprouve rien. Et pareil pour le temps. Alors les cimetières sont des lieux merveilleux, parce qu'effectivement c'est le lieu du temps et de l'espace devenu sensible, c'est de l'espace. Un cimetière c'est de l'espace, mais c'est un espace sensible. On le sent bien, puisque donc il y a partout des mots d'amour qui sont là. Il y a des tas de gens qui effectivement ont pleuré dans ce cimetière-là. Il y a des gens qui se sont donné des rendez-vous, bien entendu, c'est l'endroit érotique par excellence, ce cimetière. Mais c'est aussi du temps. Parce que le cimetière, il y a des dates absolument partout. Bien entendu, mort en 1883, mort en 1922, etc. Et puis, bien sûr, il y a des horaires d'ouverture, de fermeture, il y a des moments où on y va, des moments où on n'y va pas, etc. Donc le cimetière, c'est effectivement comme un lieu qui est le lieu d'amour par excellence. Parce qu'effectivement, c'est le temps et l'espace devenu sensible. Alors maintenant, si on se souvient de nos propres amours, très souvent, eh bien, il y a beaucoup une partie cimetière. On a les photos qui nous restent. Parfois quelques cheveux, parfois un poème, parfois un texte, parfois une bouteille qu'on a bu avec, un disque qu'on a écouté avec celui ou avec celle qu'on aimait. Et puis des fragments qui sont là, et on va dire que très souvent, effectivement, les amours sont environnés de cimetières. Non pas de cimetières réels, comme celui de Terre-Cabane, mais de nos propres cimetières, d'une certaine manière. Et parmi ces éléments dans le cimetière, il y a des livres qu'on a lus, qu'on a pu lire ensemble peut-être, ou des livres qui nous ont fait penser à la personne que l'on aime ou qu'on a aimée, ou des livres qui nous ont, on va dire, fait découvrir un aspect de l'amour de la vie, des livres ou des films naturellement, ou des pièces de théâtre, ou des morceaux de musique, ou des opéras et autres, de sorte qu'en fait, nos amours sont environnés de mémoire et de cimetière. Alors, ça s'accroît en vieillissant, évidemment. Évidemment, le premier amour que l'on peut avoir, je ne sais pas, à l'âge de 8 ans, pour la copine d'école maternelle, le copain d'école maternelle ou primaire, bien entendu, il n'est pas sûr qu'on ait un cimetière autour. Mais, bien sûr, ça s'accroît peu à peu, effectivement, parce que les vieilles histoires se mélangent. Et c'est assez délicieux, vous le comprenez, d'aller se promener dans les cimetières, c'est-à-dire dans le lieu qui est l'espace du temps devenu sensible, où brusquement je découvre que non seulement peut-être je suis amoureux, mais que d'autres aussi le sont, et que nos amours se croisent, et c'est pour ça qu'effectivement les cimetières sont un lieu à la fois de mélancolie, de douleur, et en même temps de plaisir, de joie, d'abondance, enfin de grand rassurement. Alors, tout cela, évidemment, peut être violemment contesté. Pour y voir un peu plus clair, ce qui est difficile, parce qu'on est de plus en plus, ça devient confus, puisque là on est dans les cimetières, dans les tombeaux, parce que tout ça peut être violemment contesté par un point qu'on a déjà signalé, c'est qu'en effet, l'amour peut-être est aussi contre la mémoire. Et ça, vous avez ça dans le programme, en tout cas dans les classes de Maths Sup et de Maths P. L'amour est en partie contre la mémoire. On pourrait affirmer tranquillement que l'amour, alors là maintenant au sens de passion, mais peut-être d'un certain point de vue, au sens aussi du sexe, et peut-être de notre point de vue encore au sens du mariage,
L'amour a quelque chose à voir avec une rupture, une brisure, une soudaine éruption du neuf, et donc Fabrice Del Dongo, en tant qu'il tombe amoureux de Clélia, quand il est dans la prison de Parme, brusquement, on dirait qu'il oublie la situation dans laquelle il est, qui objectivement est très mauvaise, il est en prison, une prison pas très agréable, au sommet de cette prison, et là, le simple fait qu'il voit soudain, effectivement, une jeune fille qui apparaît, il oublie tout. Hein, il oublie la citation de l'Italie, il oublie la bataille de Waterloo, etc. Ah, il l'aime. Et son seul désir, c'est de la voir en train de faire ce truc inconnu, donner à manger aux oiseaux. C'est pas terrible, voilà. Mais là, il est transporté et il est immensément heureux parce qu'il est dans cette situation. On pourrait dire, rappelle-toi, memento mori, mon cher Fabrice Del Dongo, souviens-toi que tu vas mourir, ça serait un peu la Bible, mais souviens-toi aussi du lieu où tu es dans une prison. Or, effectivement, il oublie totalement, effectivement, dans une prison, c'est un thème stendhalien, effectivement, on le retrouve avec Julien Sorel, on le retrouve avec Lucien Leven, enfin, peu importe, il y a des moments où, soudain, effectivement, l'amour me fait perdre, effectivement, complètement la mémoire. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans le songe de Milieté, où il est question de filtres qui viennent plus loin de Tristan et Iseult, et soudain, voilà, je prends un filtre et je tombe amoureux ou amoureuse de tel ou tel, et j'oublie de qui j'étais amoureux auparavant, et j'oublie les conditions de température et de pression, la politique, etc. Je ne sais plus où j'en suis. Ce je ne sais plus où j'en suis, c'est des formulations qu'on trouve beaucoup dans les pièces de Marivaux, où deux personnages tombent amoureux après des jeux divers et variés, et soudain, ils ne savent plus très bien qui ils sont, ils oublient les codes de conduite, leur pensée philosophique, morale, etc. Ils sont pris par une surprise de l'amour, pour parler comme Marivaux, qui fait qu'ils oublient effectivement la mémoire. Et donc, on pourrait se dire que l'amour, c'est un sentiment qu'on peut éprouver contre les musées, contre les conservatoires, contre les notaires, contre les mémoires, etc. Et ça fait évidemment une tension fondamentale entre l'amour et ce qu'on appelle le mariage, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, dans le sens de l'humilité en particulier, donc c'est tout à fait important cela. Et donc, on pourrait contester ce que je viens de dire auparavant, très fortement, en disant qu'en effet, si l'amour a un rapport avec la mémoire, avec des liaisons délicieuses, quelque part, évidemment, l'amour est une rupture complète de mémoire aussi en même temps. Et c'est ce qui va constituer, en fait, peut-être l'idée de liaison bien plus profonde. Parce qu'on pourrait dire aussi que certes, l'amour est un oubli de ce que je suis, en tant que je suis ce que je suis. C'est-à-dire pour moi, professeur de Cagne, homme d'un certain âge, au lycée Fermat par exemple, avec un certain nombre de marqueurs sociaux, moraux, politiques, religieux, etc., etc. Et donc effectivement, si je prends le filtre et que je tombe amoureux d'Iseult, ou si vous préférez de mon proviseur, ça a une importance, évidemment, j'oublie, disons, la pudeur, mes relations, mes statuts, mon âge, etc. Alors peut-être à ce moment-là, pour suivre un petit peu un romancier qui s'appelle Pascal Quignard, je le suis un petit peu comme un film, je tombe peut-être dans une sorte d'oubli complet, mais qui m'amène à une sorte de mémoire plus fondamentale que celle dont je parlais à l'instant, qui fait que je me souviens de ce que je suis, que je suis ici, dans cette salle au lycée Fermat devant vous. Je rentre dans une sorte de mémoire préhistorique, une sorte d'autre mémoire d'un temps d'avant la séparation, d'un temps d'avant la séparation qui fait que je ne suis pas vous, que vous n'êtes pas moi, que je ne suis pas ce que j'étais, que je peux me repérer dans la société. Un temps que ce qu'il appelle la nuit sexuelle parfois, ce temps tout à fait premier, tout à fait premier. Alors, quelque part, un des livres que vous avez au programme en donne un peu une idée, qu'on peut d'ailleurs reprendre et développer quand on a modifié un petit peu. C'est évidemment le Gorgias de Platon. C'est le banquet de Platon. Dans le banquet de Platon, il est question du thème de l'androgyne. Si vous venez donc à un certain moment, Aristophane, si je me souviens bien, présente cette idée de l'androgyne, selon laquelle, donc, autrefois, eh bien, nous aurions été plus forts que maintenant, puisque nous avions deux jambes, deux bras, deux systèmes sexuels, et puis Zeus, nous trouvant un petit peu trop prétentieux, parce que nous sommes puissants, voilà, grâce à nos multiples organes, décide de nous couper en deux. Et donc, voilà, nous sommes coupés en deux. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est la nostalgie, le désir très fort, la mémoire, non? Mais la mémoire un petit peu aveugle, que nous avons de retrouver, que nous aurions de retrouver, cet état antérieur à celui que nous connaissons actuellement. Donc, je suis la moitié de ce que j'étais. Et si par hasard je rencontrais dans la salle mon autre moitié, l'androgyne, qui pourrait être soit une femme, soit un homme, aucune importance, je n'aurais qu'une envie, et lui ou elle aussi, que de se reconstituer pour reconstituer cet androgyne premier. Et donc, en quelque manière, dans l'amour, il y aurait une sorte de nostalgie, une mémoire donc,
en partie aveugle, en partie involontaire, en partie volontaire, de temps très ancien dans lequel nous n'avions pas été séparés. Et Zeus d'ailleurs n'est pas si content que ça parce que les hommes, nous continuons à casse-pied pour Zeus, et Zeus, vous vous souvenez dans ce mythe, dit, bon, s'ils continuent à m'embêter, je vais encore les couper en deux. Voilà, et à ce moment-là, ils auront un profil un petit peu comme des Égyptiens, vous savez, à moitié. Et c'est quand même un peu embêtant parce que si on les empêche, si on n'a plus comme baraque une jambe, ils ne pourront plus bouger, ne reviendront pas vraiment. Mais le problème, Zeus est bon père de famille, c'est qu'ils ne feront pas les offrandes nécessaires correctes. Et donc, bon, Zeus, comme tous les bons gouvernants, fait un juste milieu. Et le juste milieu, c'est nous. C'est-à-dire nous portant souvenir en nous d'un temps premier qui serait un temps de la fusion originelle. Alors cette idée de sorte de mémoire préhistorique, peut-être dans l'amour, quelque part, il y a oubli effectivement de nos devoirs sociaux, de nos réalités qui font que je suis un homme ou une femme, que j'ai un certain âge ou que j'ai un autre âge, que je suis en gros riche ou pauvre, que je suis prof de cagne ou pêcheur à la ligne, enfin peu importe, hein, voilà, que je suis montagne ou Capulet, hein, des deux familles, des Roméo et Juliette. Si vous êtes montagne, vous ne pouvez pas épouser un Capulet et vice-versa, parce que c'est comme ça, on vous le rappelle toute la journée, hein, bien entendu. Par exemple, pour les cagneux, ils ne peuvent évidemment pas tomber amoureux ou amoureuses d'une chartiste, par exemple, d'un chartiste. C'est totalement impossible. Hein. Depuis des siècles, c'est impossible. Hein, voilà, donc, il y a les chartistes, et soudain, il arrive, malheureusement, va-t-on dire, hein, il arrive qu'un cagneux tombe amoureux du chartiste, ou vice-versa. Oublions donc le devoir éternel, que pire encore, un élève du lycée Fermat tombe amoureux d'un élève du lycée Saint-Cernin, ce qui est la pensée déjà en frémit d'horreur. Mais c'est arrivé, ça arrivera, et effectivement des amours passionnés sont nés, et naîtront encore, qui effectivement dans l'oubli des devoirs sociaux, des séparations, des ordres, etc., ramènent à une sorte d'unité plus ancienne que celle que nous connaissons, que nous sommes A ou B, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, montagne ou Capulet, quelque sorte de souvenir qu'on a peut-être, c'est la thèse de Quignard, d'une unité primitive dans laquelle nous serions peut-être homme, femme, homme, dans une sorte de nuit des origines, une sorte de nuit sexuelle, dont nous garderions en quelque manière la mémoire, dont parle Nerval, de cet état premier, préalable, etc. Et en quelque manière, l'amour serait l'occasion de retrouver un petit peu cet état primitif, cet état presque d'enfant. On en connaît tous un peu quelque chose quand on aime, quand on tombe amoureux. On oublie en partie qu'on est un adulte et on devient un enfant. Par exemple, il y a un tableau que vous avez à la Fondation Bamberg qui s'appelle Ulysse et Omphale. C'est un tableau de Cranach. Donc Ulysse, c'est Hercule. Hercule est un costaud, d'accord, c'est un très mûr, il a fait un tas de travaux. Et tout ça, et puis à un certain moment, il tombe amoureux d'une certaine Omphale, peu importe, une jolie pinette qui est par là, et à ce moment-là, lui qui est un homme, et on représente dans le tableau comme un homme très mûr, avec une barbe, des poils, etc., parce qu'il faut, voilà, il accepte de faire un truc absolument humiliant pour lui, il accepte de tricoter pour Omphale, de tendre le lin, etc., et donc il revient à l'état de gamin, d'enfant, il est très content de ça, hein, c'est représenté comme un peu caricatural. Et donc il trouve un état qui est antérieur à l'état où il est Monsieur Hercule, héros, avec sa carte d'identité de héros, etc. Il retrouve un état primitif avec un délice considérable dont il avait en partie perdu la mémoire et dont soudain il se souvient, dans lequel il est maintenant, qu'il est effectivement amoureux. Et donc là il y a quelque chose de très frappant, c'est que peut-être effectivement l'amour qui est à la fois une perte de mémoire, en tout cas de la mémoire de ce que nous devons être socialement, est aussi l'ouverture peut-être à une mémoire beaucoup plus ancienne, primitive, infantile, préhistorique, hein, qui peut être de l'ordre de la nuit. Quelque part, cette idée que l'amour a à voir avec destruction d'une mémoire, mais aussi destruction de soi, mais aussi souvenir très profond de quelque chose, ça a à voir avec le rite. Et avec un épisode que je vais rappeler très rapidement, qui est tout à fait hors programme, qui est à la fin des évangiles. Vous savez que le Christ meurt sur une croix, et le Christ incarne l'amour. Hein, il est sur la croix, et là, au moment où il meurt, il a ces formulations très étranges qui dit « Lama laba sabachthani ». Alors, Lama laba sabachthani, c'est mieux, c'est de l'hébreu, c'est une citation d'Isaïe, donc il meurt, il n'est pas très content de mourir, parce qu'en général, il n'est pas très content de mourir, et puis, Lama laba sabachthani, c'est une citation d'un texte très ancien, qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Et là, on peut le traduire de deux manières. La traduction habituelle, pas terrible, c'est « Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en même temps, mon Dieu, mon Père, à quoi m'as-tu abandonné ?»
Donc ce type est en train de mourir sur la croix, il n'est pas très content de mourir, bon, ça, on le comprend assez bien, c'est pas un suicidaire. Il incarne l'amour et il accepte dans l'amour sa propre destruction. C'est-à-dire il accepte la mémoire même de ceux qui normalement, et notre obligation c'est de continuer à vivre. Hein, voilà, je me souviens de ce que je suis, je me souviens de mes devoirs, j'accepte de mourir. Et dans cet instant-là aussi, une parole sort de lui, un cri qui est plus ancien que lui, puisque ça remonte à l'Ancien Testament, qui est ce cri qui vient de quelque chose de très très vieux, hein, de l'Isaïe, des centaines d'années, des milliers d'années avant. Donc il y a quelque chose qui est dit, je suis abandonné vers quelque chose que je ne connais pas, et quelque part, quand on tombe amoureux, vraiment amoureux, il y a un côté à quoi suis-je abandonné? C'est pas simplement je vais me taper cette fille ou ce garçon, c'est je suis pris dans quelque chose vers quoi je ne sais pas où je vais. Et donc, de quelque façon, j'oublie effectivement mes devoirs nécessaires, évidemment. Bon, j'ai un de mes amis qui était élève avec moi ici en maths spé, quand moi j'étais ici en prépa littéraire, et que je vois régulièrement, c'est un des patrons du BTP français, et il a une grande nostalgie. Et quand il était à Fermat un jour, il y a une nostalgie qui revient sans arrêt, j'ai encore vu quelques jours, chaque fois il me raconte la même histoire. Il était comme vous en maths spé, et très bien, et donc il se bat à la place du Capitole, et là une femme, un peu plus âgée bien sûr, lui propose d'aller prendre un verre avec lui. Et là il lui répond, donc c'était il y a 40 ans, non, non, j'ai un devoir de maths. Et donc il va rejoindre M. Brevet de l'école qui va dans ses devoirs de maths. Et ce type qui a réussi dans ses concours, les polytechniciens, etc., qui a fait le métro de Bagdad et d'autres choses, me répète régulièrement, j'étais trop bête, peut-être j'aurais dû aller là, la suivre, et j'ai été assez con pour répondre, j'ai un devoir de maths. Hein, voilà. Et donc là, il s'est souvenu de son devoir. Monsieur Brevet, je ne sais pas quel de l'époque, bien sûr, il avait dit, tu dois faire ton devoir de maths. Ses parents, il avait dit, mon fils sera polytechnicien, il a été polytechnicien, etc. Mais 40 ans plus tard, il se souvient, avec émotion, douleur, un peu d'ironie, évidemment, de ce moment où sa vie aurait peut-être basculé, parce que s'il n'avait pas fait son devoir de maths, s'il était avec cette dame sur la place du Capitole, prendre un verre, il serait peut-être d'ailleurs rien passé. Et il imagine, avec une nostalgie considérable, que là, tout aurait pu se passer, bien entendu. Et ce qui aurait pu se passer, c'est quelque part la destruction même de sa carrière, hein, qu'il connaît. Donc voilà, il a beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, etc. Plusieurs voitures, enfin tout ça. Il a mieux réussi qu'un prof de Cagne, misérable que je suis. Il est, voilà. Mais, voilà. Et nous discutons parfois de ça, et pour lui, c'est une sorte de nostalgie, de doute, bien entendu. Alors après, ça ne donne pas de choix pour vous, parce que si vous arrivez à la même chose, place du Capitole, messieurs, il n'est pas sûr qu'il faille aller au devoir de maths, il n'est pas sûr non plus qu'il faille suivre la belle dame, place du Capitole. Et donc, il y a quelque part quelque chose qui a été sacrifié, détruit, et dont il se souvient, et donc des années après, il se souvient, et bien sûr, quand on en reparle, et quand on en reparle, ça a une dimension de souvenir répété, de rite. Alors j'introduis ce mot, je vais finir un petit peu là-dessus, sur la notion de rite. Le rite, c'est une pratique qui est dans les religions, et évidemment, on va revenir au Christ même et à d'autres choses. Le rite, donc, qu'est-ce que c'est un rite? D'abord, il y a toujours répétition. Hein. Un rite, on ne fait pas une fois. Si je soulève mon verre comme ça, ce ne sera pas un rite. Il faudra au moins que je le fasse des centaines de fois, des dizaines, des centaines de fois. Mais bon, faire ça et ça, vous allez dire, c'est pas un rite terrible, même si je le fais tous les jours dans la salle, et ici, vous direz, ça manque de, on va dire, de sacralité, de signification. Donc effectivement, un rite, c'est pas simplement, bon, dans un rite, on peut soulever un truc en disant, voilà, ceci est important, mais il faut effectivement que ce soit important pour la personne qui le fait, et pour les gens qui sont autour. Donc le rite nous ouvre à quelque chose, on va dire, de transcendant, pour faire ça. Avec le sentiment que c'est même un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux parce qu'on touche au Dieu, et parce que ça peut déranger même quelque part l'ordre social et un peu le fondé. Bon, à la messe, au temple, dans une mosquée, peu importe, hein, dans les temples grecs et autres, on fait des rites. S'il y a des actions dans lesquelles on se souvient, et si on va à la messe, vous allez à la messe, on dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». Très bien, donc on va se souvenir de quelque chose, et de quelque chose qui nous paraît comme vraiment très important. La mort du Christ, voilà très important, on va s'en souvenir au moment de Pâques, ou le vendredi saint, on va répéter dans notre religion sur d'autres éléments. Alors, le rite, c'est un dispositif de mémoire dans lequel il y a à la fois de la destruction, on se souvient de quelque chose qui a souvent été une destruction, éventuellement une défaite, éventuellement. Il y a eu une violence symbolique qui a été apportée à un moment ou à un autre. Le Christ est mort, tel ou tel autre est mort, quelque chose, le pain a été brisé, hein, vous savez, dans le rite de la communion. Et puis on le reprend plein de fois. Donc c'est un dispositif de mémoire qui porte en lui, effectivement, quelque chose qui a un rapport avec la destruction, la brisure. Or, dans l'amour,
il y a souvent des rites. Ça, on peut l'observer assez facilement. Je me souviens des jours anciens et je reviens à l'endroit, supposons une fois de plus, que j'ai rencontré Nobel à Auchan, vous allez croire que c'est vrai finalement, un endroit aussi nul, je reviens avec elle à cet endroit, ou avec lui à cet endroit. Je me souviens qu'on a fait ceci ou cela. Je me souviens, alors donc je fais un rite, je le commémore, je le pratique, et en même temps c'est un peu douloureux, et en même temps évidemment c'est délicieux. Lorsque Lamartine revient sur le lieu où il a connu sa belle, c'est douloureux parce qu'elle est morte, elle n'est plus là. En même temps c'est délicieux quelque part de revenir là, sur ce lieu où elle était. C'est encore plus délicieux d'écrire le poème, de l'écrire en vers. C'est-à-dire un système de répétition, hein, avec des rimes, avec l'entrebescar dont on parlait tout à l'heure. Et donc, effectivement, le rythme a quelque chose à voir dans cette liaison délicieuse entre l'amour et autre. Alors, on sait bien que tous les amoureux ont des rites, plus ou moins compliqués, qui peuvent être des rites de sorte de nature, des rites de voyage. On va, on revient, des rites érotiques, peu importe, des rites d'écoute de musique, des rites de livres que l'on lit, des rites dans la manière de se vêtir, enfin, il y a toutes sortes de rites qui sont pratiqués. J'en prends un dans la littérature, qui m'intéresse beaucoup. Vous n'avez pas au programme la recherche du temps perdu, donc Proust, dont j'ai un petit peu parlé. Dans la recherche du temps perdu, donc dans la partie de l'amour de Swann, donc Odette de Crécy et Swann tombent amoureux l'un de l'autre, et bon, il se trouve qu'ils font l'amour. Et au moment où ils font l'amour, il dérange une espèce de fleur qui est là, qui est une orchidée un peu compliquée, qui s'appelle Cattleya. C'est Cattleya, très bien. Et à partir de là, j'aimerais qu'il recommence, au lieu de se dire on va faire l'amour, on va baiser, ou ce que vous voulez, des mots que vous voulez, ils disent on va faire Cattleya. C'est très joli. Donc, ils se comprennent entre eux, on va faire Cattleya. Bon, c'est très joli parce que dedans, donc, le mot Cattleya n'est pas du tout employé par eux dans le sens qu'on a habituellement. Ce mot désigne une orchidée. Donc en disant faire Cattleya pour dire faire l'amour, on dit je détruis le sens habituel du mot Cattleya. Je détruis, j'oublie que Cattleya, si je dis je fais Cattleya avec toi, Odette, ça veut dire on va acheter des orchidées, donc ça veut dire on va faire l'amour, ou on a fait l'amour, enfin peu importe, donc je détruis ce sens-là. En même temps, je me souviens que, bien entendu, la première fois nous avons utilisé des Cattleya, donc je fais ça, je me souviens et je détruis, et ça ne vaut que dans la mesure où c'est répété un certain nombre de fois, et alors Proust fait ceci, c'est que ce rite initial, ce mot Cattleya qui est censé avoir été inventé par Odette et Swann, il le met en forme littéraire, de sorte que les lecteurs ensuite, effectivement, lisant le livre, se disent ah c'est beau, c'est une idée, et que par exemple dans certaines communautés, et moi quand j'étais à Livocagne, quand on découvrait Proust, on était un peu idiots, et donc c'est la première fois qu'on lisait Proust, et on découvrait faire Cattleya, et donc évidemment dans la classe de Cagnes, voilà, ici à Fermat, les cagneux, les hypocagneux se disaient Cattleya sans arrêt, on ne le faisait pas, et avaient la grande satisfaction de constater que les matspé qui étaient autour ne comprenaient pas, bien entendu, et donc ça faisait partie du plaisir du rite. Donc une dimension secrète, très légèrement, une dimension répétitive, une dimension mémorielle double. Double, parce que premièrement, nous nous souvenions de Proust. Et Proust se souvenait, alors c'est pas des expériences élémentaires, se souvenait que des gens font des choses comme ça, mais surtout, triple même, Odette de Crécy et Swann se souviennent de leur première fois en employant cette expression elle-même rituelle. Et donc là, on a évidemment une liaison délicieuse entre amour et mémoire. Alors, ça réunit un petit peu Internet et l'Odyssée. Parce qu'évidemment, ça améliore la mémoire de faire Cattleya sans doute, hein, parce qu'évidemment, je me souviens des Cattleya, des plantes, etc. Mais mieux, ça ne marche que si je me souviens de ce que c'est que le Cattleya, et ça ne marche que si, en quelque façon, je me souviens des jours anciens et que je ne pleure pas, mais qu'en fait, je fais quelque chose avec. Pareil, évidemment, pour nous, quand nous étions en Cagnes, ça nous permettait de nous souvenir de Proust et évidemment d'apprendre encore un peu plus Proust, de découvrir un petit peu ces choses. Ça avait un effet qu'on appelle, quand on est dans les écrits littéraires, l'effet Madeleine. Vous savez, la Madeleine de Proust, c'est cette Madeleine que le narrateur est censé mettre dans une tasse de tilleul, et là, souvent, il se souvient de quelque chose de manière involontaire qui lui rappelle des tas de choses. Dans le rite, évidemment, je trempe la Madeleine, et je me souviens de choses qui sont très importantes et qui sont en même temps publiques et secrètes. Et c'est ça, là, que se joue effectivement la question de l'amour. C'est dans le public et dans le secret. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à
parler un petit peu de ce thème-là, à ne pas faire un PowerPoint derrière, parce que le PowerPoint c'est presque toujours une sorte de pornographie du savoir, et donc préférer, donc du coup, vous laisser imaginer le secret du PowerPoint qu'on pourrait faire pour que vous vous souveniez peut-être de quelques aspects de cette improvisation vaguement bavarde. Voilà. Je crois que ça on a à peu près fait 1 heure, hein, je ne sais pas très bien, je me souviens plus du temps qu'il est. Voilà. C'est tellement agréable de parler d'amour avec les jeunes gens. Ah bah oui, il est 15h03. Voilà. Captivante. En plus, tu as ménagé un point dialectique avec un approfondissement et un rebondissement à la fin. C'était vraiment passionnant. Impeccable. Alors, au niveau du temps, il est 15h05. Oui. Donc, est-ce que vous avez peut-être une question ou deux à poser? Il faudrait qu'on soit rapide parce que sinon, on va péter sur les autres cours. C'est un peu délicat. Vous avez une question à poser à Annie? Non, l'exposé était déjà très riche et tous les éléments étaient donnés. Bon, allez faire des mathématiques. Vraiment, merci beaucoup.